Bonjour à tous. Désolé de parler en français, mais je parle très mal espagnol et pas du tout catalan. Donc je préfère parler en français. Euh, je vais vous faire une petite présentation sur Innovin et l'innovation dans le domaine vitivinicole en France. Mais en 15 minutes, 10 minutes, je vais être obligé d'aller sur certains points et de ne pas être trop général parce qu'on pourrait rester très longtemps. En guise d'introduction, je voulais vous remercier tous d'être ici présents pour nous rencontrer les quelques entreprises françaises qui sont venues ici avec quelques innovations. Remercier Innovi aussi, notre cousin ou notre frère, pour l'accueil. Et puis vous dire qu'on est là dans le cadre des Vinitech Innovation Tours, qui sont des missions qu'on organise à l'international dans des pays producteurs avec, selon les régions, des entreprises innovantes et aussi des chercheurs, des techniciens pour créer de la collaboration et du partenariat entre les régions. Ce que je voudrais dire en guise d'introduction, je vais aussi dire quelques mots sur Innovin, mais de manière très générale, tout ce qu'a dit Eloy sur Innovi, c'est à peu près la même chose pour Innovin dans notre région et en France. Donc je vais surtout insister sur les différences qu'on peut avoir entre Innovi, Innovin et notre écosystème d'innovation. Nous, Innovin, on a été créé en 2010. On a été créé en lien avec la création aussi de l'ISVV, qui est l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est un institut qui regroupe à Bordeaux l'ensemble des forces de recherche et de formation sur la vigne et le vin. École d'ingénieurs en agronomie, Bordeaux Sciences Agro, l'Université de Bordeaux avec son gros centre œnologique, évidemment INRAE, qui est l'Institut national de recherche en agronomie, et l'école de commerce, Kedge, bref, l'ensemble des forces de recherche et de formation. Donc, il y avait cet institut de recherche très performant, de recherche et de formation. Il était nécessaire d'avoir une structure qui fasse le lien entre la recherche et les professionnels, les producteurs, les négociants, ceux qui produisent et commercialisent. Et c'est ainsi que Innovin a été créé. Donc on était 16 au début, on est 180 aujourd'hui. L'objectif était à l'époque et est toujours le même. Il est de répondre aux grands enjeux de la filière vitivinicole par l'innovation. Si on veut que notre filière, nous en France, à Bordeaux, vous ici en Catalogne, reste performante, reste compétitive, elle doit répondre à des enjeux, vous les connaissez, hein, le changement climatique, les pesticides, etc. Et pour ça, elle a besoin d'innovation. Notre rôle, il est, comme Innovi, d'aller identifier ces innovations, d'aller les chercher, de les accompagner pour les amener demain, à travers de nouveaux produits et de nouveaux services, vers les producteurs et les négociants. Alors, nous, on regroupe l'ensemble des acteurs de la filière. On regroupe essentiellement des entreprises, surtout des entreprises fournisseurs, auxiliary, wine industry ou suppliers, en tout cas des entreprises qui développent des produits, des services pour les viticulteurs et les vignerons, et les caves et ceux qui commercialisent. Évidemment, on travaille aussi en lien avec les producteurs, soit directement, soit à travers les organismes représentatifs, syndicats, interprofessions, etc. Mais nos collaborations sont surtout avec les structures viticoles qui ont les ressources, les moyens, le temps, la stratégie pour s'impliquer dans l'innovation. Donc ça va être quelques grands crus classés de Bordeaux, des grandes maisons de cognac comme Ency, Rémy Martin, Martel, des grosses caves coopératives qui ont des personnels, des ressources dédiées à l'innovation. Et puis, bien sûr, parmi nos adhérents et notre réseau, on a les acteurs de la recherche, de la formation et les acteurs institutionnels, centres techniques, organismes officiels, etc. Pourquoi Innovin? Je l'ai dit déjà en 2 mots, je ne vais pas trop insister. Je vais revenir après sur les enjeux sur lesquels on travaille, qui sont à peu près les mêmes ici en Catalogne qu'à Bordeaux ou en France, notamment bien sûr sur la partie
environnement ou la partie changement climatique, voilà, qui s'exprime peut-être différemment selon les régions, mais qui est un véritable enjeu. La réduction des pesticides, la durabilité, et puis un enjeu aussi autour, bien sûr, de la qualité du produit, de la qualité ou de la typicité des vins, parce que la typicité, c'est un stade au-dessus de la qualité, c'est pouvoir effectivement produire un vin qui est en lien avec la région dont il vient. Hein. On peut faire du chardonnay partout dans le monde, mais le chardonnay de Bourgogne, le chardonnay de Catalogne ou le chardonnay du Chili n'est pas le même. Et donc il faut pouvoir révéler son origine. Mais la qualité, la typicité, c'est aussi bien sûr l'absence de défauts. Et avec le changement climatique, on voit aussi arriver de nouvelles altérations dans le vin. La volonté de réduire les sulfites, par exemple, recrée de nouveaux problèmes dans le vin. Les goûts de souris, et évidemment, bien sûr, les Brettanomyces, par exemple. Et puis, et là, il y en a parlé aussi, les enjeux, c'est aussi le marché, faire la durabilité, l'environnement, la qualité, mais après, il faut vendre le vin, sinon, il n'y a pas de durabilité. Et il y a là aussi des enjeux en termes d'accès au marché, d'information du consommateur, de lutte contre la contrefaçon, de traçabilité, de changement des modes de consommation, de nouveaux packaging. Tous ces sujets-là, on essaie aussi de les traiter. Alors, une fois que j'ai parlé d'Innovin, quelques mots quand même pour la filière vitivinicole en France et chez nous en Nouvelle-Aquitaine avec Bordeaux et Cognac. Des petits points qui sont importants, je vais essayer de souligner peut-être ce qui fait des différences ou ce qui me semble particulièrement important chez nous en France. D'abord, on est un vignoble en France et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Cognac, à 60% AOP en France, mais à 90% AOP en Nouvelle-Aquitaine avec les appellations de Bordeaux et de Cognac. Ce qui évidemment crée des contraintes pour les producteurs, c'est le principe de l'AOC, des contraintes en termes de pratiques au vignoble, de pratiques œnologiques, de rendement, de cépages autorisés, etc., etc. Donc toutes les innovations doivent se faire dans un contexte d'AOP qui est aujourd'hui souvent remise en cause. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, notamment en France, de sortir des AOP pour être plus libre dans ces pratiques viticoles et œnologiques, par exemple sur le choix de nouveaux cépages qui sont interdits dans les cahiers des charges des AOP. Voilà quelques chiffres, mais les chiffres, ils sont là sur les hectares de vignes, sur les exploitations, plus peut-être pour souligner que certainement, en France, à Bordeaux, un point important qui est en toile de fond un petit peu, c'est le volume. C'est-à-dire que oui, on peut avoir l'image de Bordeaux avec quelques noms très connus, mais derrière, il y a énormément d'exploitations viticoles et voilà, Bordeaux, 110 000 hectares, Cognac, 80 000 hectares. En France, c'est 796 000 hectares. Donc on a dans notre région cette problématique cette question des volumes et d'une filière qui est aussi extrêmement atomisée avec beaucoup de petits producteurs, évidemment bien sûr quelques gros producteurs. Cognac par exemple est une région qui est extrêmement concentrée en termes de distribution, beaucoup de petits producteurs, mais qui est contrôlé à 80% par 3 grandes marques que sont NC, Martel et Rémy Martin, par exemple. Voilà. Alors, je voudrais, voilà, j'ai fait ce petit tableau peut-être un peu rapidement, mais pour essayer sur les différents enjeux auxquels on est confronté, j'en ai un petit peu parlé, mais de souligner peut-être les différences telles que moi je les voyais par rapport aux enjeux auxquels vous étiez confrontés en Catalogne. Par exemple, je pense que si on prend le changement climatique, c'est pour vous comme pour nous un enjeu très fort sur lequel on a besoin d'innovation. C'est pour ça que j'ai mis égal. Après, il s'exprime différemment. Ici, on a vu, on a compris que l'eau était un enjeu très fort par rapport à la sécheresse à laquelle vous êtes confrontés, qui remet en cause la viabilité des exploitations. À Bordeaux, à Cognac, sur la façade atlantique, on a des problématiques de sécheresse, des problématiques de chaleur, mais qui sont beaucoup moins prégnantes. On a plus, par contre, des problèmes d'aléas climatiques, gel, grêle,
c'est un peu paradoxal de se dire qu'avec l'augmentation des températures, on est plus sensible au gel, mais le débourrement de la vigne est plus précoce. Et on a du coup, évidemment, au mois d'avril, des problématiques de gel à Cognac, à Bordeaux, en 2017, en 2019, en 2021. On a eu des périodes de gel qui ont pu réduire, à l'échelon de Bordeaux, par exemple, ou de Cognac, de 30% le volume global de production. Et pour certaines exploitations, quasiment zéro. Ces aléas avec le gel, la grêle, la pression de la maladie, du mildiou, 2023, 2021, 2018 sont des années avec des pressions de mildiou exceptionnelles qui induisent des pertes de récolte. À titre d'exemple, en agriculture biologique, qui représente à peu près 15% des surfaces sur Bordeaux, certains viticulteurs ont fait 15, 20 traitements dans l'année en 2023. Donc c'est un coût, et avec des résultats qui, pour autant, sont très variables. Donc voilà, tous ces trois phénomènes, gel, grêle, pression maladie, font que pour certains viticulteurs, en 5 ans, vous avez l'équivalent de 3 récoltes en termes de volume rentré. Donc évidemment des conséquences économiques, des conséquences sur le marché. Donc voilà, chez nous, un petit peu très résumé, comment se traduit le changement climatique. Et évidemment, au niveau du vin, ça vous le connaissez aussi, c'est un changement dans le profil des vins, des acidités qui baissent, des taux d'alcool, des taux de sucre et d'alcool qui augmentent, des changements aussi, bien sûr, dans les caractéristiques organoleptiques, la maturité aromatique, les tanins, tout ça crée un changement dans la typicité des vins. Beaucoup de viticulteurs se demandent si le merlot, qui aujourd'hui représente 60% de tous les cépages blancs et rouges à Bordeaux, a encore un avenir dans la plupart des terroirs bordelais, alors que c'est un cépage emblématique à Bordeaux, parce que les viticulteurs rentrent des cuves de merlot à 15-16 degrés d'alcool potentiel, avec des acidités très basses, qui donnent des vins peut-être aujourd'hui moins adaptés à ce que demande le consommateur en termes de fraîcheur, d'équilibre aromatique et de fruits. Donc il y a derrière, effectivement, beaucoup de réflexions autour d'innovations peut-être sur la recherche variétale, trouver de nouveaux clones de merlot, trouver de nouveaux porte-greffes pour le merlot qui permettent de retarder la maturité. Il y a 10 ans, on recherchait plutôt des clones, des porte-greffes, du matériel végétal précoce pour avoir des bons niveaux de maturité. Aujourd'hui, au contraire, on est en train d'essayer de revenir en arrière pour rechercher des maturités plus tardives. Et puis, changer les pratiques. Il y a 10 ans, à Bordeaux, on effeuillait les vignes pour que les raisins soient exposés au soleil. Aussi, aujourd'hui, on essaie de réfléchir comment les cacher, les protéger des coups de chaleur et du raisin. Donc, voilà, beaucoup d'innovations à trouver, à la fois dans les pratiques viticoles, mais aussi dans les outils pour répondre à ces enjeux. Évidemment, un autre enjeu, c'est la réduction des pesticides. Alors là, j'ai mis plus. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le climat océanique sur Bordeaux, sur Cognac, mais je pourrais dire sur la Loire, en Champagne, en Bourgogne, fait qu'on a beaucoup de pluie. Et forcément, des fortes pressions de pathogènes, notamment du mildiou. Et donc, une utilisation forte de pesticides. Et une demande croissante, à la fois de la société, mais aussi une évolution de la réglementation avec la réduction du nombre de molécules autorisées qui crée des impasses technologiques et qui oblige l'ensemble des viticulteurs à revoir leurs pratiques. Donc il y a une sorte d'équation impossible à résoudre ou très difficile à résoudre qui est changement climatique, réduction des pesticides, baisse des rendements, évolution du goût du consommateur. Le viticulteur est confronté au milieu avec une marge de manœuvre qui est très, très étroite. Changement climatique, il faut s'adapter, mais il faut aussi essayer de réduire notre empreinte climatique, et donc la décarbonation de la filière, à Bordeaux, à Cognac et ailleurs, est un vrai enjeu qui est en train d'augmenter. L'ensemble des gros acteurs du monde vitivinicole ont mis en place des stratégies de décarbonation.
qui passe évidemment par toute une batterie d'actions, à la fois à la vigne, au chai, réduction des consommations énergétiques. Voilà. Donc je vais pas, le packaging aussi, bien sûr, le poids des bouteilles. Voilà, on vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle bouteille bordelaise qui fait moins de 300 grammes. Voilà. La question est, pour toutes les grandes marques de luxe, à Cognac, à Bordeaux, où on est habitué à avoir des packaging très lourds, des caisses en bois, des bouteilles qui font 500, 600, 700 grammes, des étiquettes très, très massives avec beaucoup de dorures, etc. Comment passer à des packaging sobres, mais qui restent haut de gamme pour le consommateur? C'est une vraie question auquel l'ensemble des grandes marques réfléchissent. La question de la main-d'œuvre, et là, il n'y en a pas trop parlé, mais je pense qu'ici aussi, c'est le même problème qu'en France et dans d'autres pays dans le monde, la disponibilité de la main-d'œuvre. Voilà, trouver des travailleurs pour travailler dans la vigne, tailler, lever la vigne, etc. etc. Et puis la formation de cette main-d'œuvre par rapport aux enjeux qu'on a évoqués avant. Voilà, donc tout ça, ça renvoie aussi à des innovations notamment sur la robotique, par exemple, ou sur la formation. Et je crois qu'il y aura après quelques présentations d'entreprises qui sont liées à ces enjeux-là. Et puis, je suis trop long. 5 minutes, mais j'ai ok. Non. Et puis le dernier. Et puis, je l'ai dit, le marché avec les changements des modes de consommation. Et notamment la baisse de la consommation de vin rouge. Et puis, j'ai vu que la Catalogne faisait 60% d'exportation. À Bordeaux, on est à 50%. Cognac, c'est 98% d'exportation. Et donc, les tensions internationales, certains économistes parlent de démondialisation. Voilà. Est-ce que demain, on sera toujours, nous, viticulteurs, vendeurs de vin, en capacité d'exporter toutes ces bouteilles-là, le transport du vin? C'est des vraies questions. Est-ce qu'il faut essayer de reconquérir des marchés européens? Alors quand on parle d'exportation, évidemment, il faut distinguer l'Europe du grand export. On a la chance en Europe de pouvoir avoir pas de barrières douanières et pouvoir échanger avec nos voisins. Mais dès qu'on parle Chine, États-Unis, Amérique du Sud ou Russie, voilà, ceux qui avaient des gros marchés en Russie le savent, voilà, on est soumis à des aléas donc, qui sont des vrais enjeux aussi. Rapidement, sur l'organisation de l'innovation chez nous en France, en Europe, à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine et en France. Très classiquement, recherche fondamentale avec INRAE, qui est un institut national très, très connu, qui fait évidemment beaucoup de recherches sur l'agronomie, le vin, l'œnologie, etc. Et puis, un institut technique national, qui est l'Institut français de la vigne et du vin. Alors, j'essaierai pas de faire de comparaison par rapport à la structure de l'innovation ici en Catalogne, où vous avez aussi de la recherche fondamentale, puis des instituts techniques. On a vu Vitech hier, on a vu Incavi juste avant. Mais évidemment, il y a des différences. Et puis après, les chambres d'agriculture, les regroupements, les interprofessions, les syndicats viticoles qui sont en charge du déploiement, du transfert de ces connaissances vers les viticulteurs. Et j'ai mis un panneau « Attention », parce que, évidemment, à mon avis, c'est là où il y a un goulot d'étranglement. On a beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches, de qualité, beaucoup de connaissances qui sont produites. Et puis, quand on descend, malheureusement, ces innovations, elles ont du mal à se déployer dans le vignoble, à être connues, que ce soit des innovations technologiques, de nouveaux produits, de nouveaux services, mais que ce soit aussi tout simplement de la connaissance. Sur beaucoup de sujets, on se rend compte que les viticulteurs ont du mal à s'accaparer, à prendre pour eux les connaissances qui sont produites par le monde de la recherche et par les instituts techniques. Alors, ça serait très long d'essayer de regarder pourquoi est-ce qu'on peut y faire, mais je pense que c'est un enjeu très fort, et c'est pour ça qu'on a mis en place, je ne rentrerai pas dans le détail, un projet chez nous qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, qui s'appelle VitiRêve, et qui a pour but, justement, d'essayer de transférer ces connaissances aux viticulteurs, honnêtement, avec plus ou moins de succès. Le financement, quelques mots. C'est important de parler argent quand on parle innovation, parce qu'il faut financer ces innovations. Il y a des financements généralistes par l'Europe, l'État, les régions, etc. On a des financements spécifiques à la filière vin, par le ministère de l'Agriculture, par des organismes spécialisés. On a la chance aussi d'avoir
notamment chez nous, dans la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Cognac, des structures privées, soit l'interprofession, qui regroupe l'ensemble des viticulteurs et des négociants, qui s'appelle le CIVB à Bordeaux. Le CIVB donne 1 million d'euros par an pour financer de la recherche. Voilà. En lien avec des organismes publics, donc ça fait des cofinancements qui permettent de lever des fonds pour... voilà. Ils ont fait choix de financer plutôt de la recherche fondamentale, mais c'est important. On a des exemples aussi, par exemple, de producteurs qui s'associent. Les 9 plus grands crus de Bordeaux ont créé une structure collective qui s'appelle le Club des 9, dans lequel vous avez Margaux, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, etc., qui se sont mis ensemble pour financer, là aussi, des programmes de recherche. On a des chaires de recherche, des chaires d'innovation qui sont financées par des grandes marques de vin. NC, par exemple, grande marque de cognac, a créé la chaire Winesca, où ils ont mis plus d'1 million d'euros, et l'État a rajouté 1 million d'euros pour financer des recherches contre les maladies du bois. ESCA, etc. etc. Ou encore un autre exemple, par exemple, le PNDV, Plan national de dépérissement du vignoble. Ce sont l'ensemble des interprofessions françaises, donc l'ensemble des producteurs, Champagne, Bourgogne, Languedoc, Bordeaux, Cognac, qui ont mis de l'argent ensemble, et l'État a mis 50%, pour financer, là aussi, des innovations et des recherches pour lutter contre le dépérissement du vignoble, maladie du bois, flavescence dorée, baisse des rendements, changements climatiques, qui font baisser les rendements. Au niveau français, c'est une perte qui est évaluée à peu près à 1 milliard d'euros par an de pertes pour le vignoble, d'où l'importance de lutter. Je finirai très rapidement par vous présenter quelques solutions concrètes, quelques projets que nous, Innovin, on accompagne. J'aurais pu vous parler de tas de projets d'innovation qui existent en France dans différentes régions. J'ai préféré vous parler de projets que je connais, parce que c'est des projets qu'on accompagne ou qu'on a accompagnés, sans rentrer dans les détails, 1 minute, parce que certains sont présents ici, donc vous aurez des présentations plus détaillées après. Je vais ici. Le premier, par exemple, sur différents sujets, je vous ai mis des petits hashtags dessous pour voir à quels enjeux cela s'adressait. Exapta, c'est un projet que Ertus, qui est ici, a été un projet qui a été mené par Ertus en collaboration avec l'Institut national de recherche en informatique, INRIA, et des domaines viticoles, pour développer un outil d'aide à la décision sur la planification des traitements phytosanitaires. Un traitement, la décision d'aller traiter dans la vigne est une décision essentielle. Quand est-ce que je vais traiter? Évidemment, il y a des données agronomiques, etc. Mais il y a aussi des données pratiques. Est-ce que j'ai mon matériel disponible? Est-ce que mon personnel est là? Est-ce que je peux rentrer dans les parcelles? Et quand on combine tous ces choix, ben en fait, on ne peut plus le faire avec un tableur Excel ou à la main sur un papier. Et donc, il faut un logiciel un petit peu expert pour aider à déterminer les traitements, surtout quand on est dans des grosses exploitations. Voilà. Vinum, une solution, un projet qu'on a également accompagné. Je ne rentrerai pas dans le détail. La réalité virtuelle pour aider à la formation des tailleurs. Mais là aussi, j'ai mis des petits logos Vinitech Innovation Tour parce qu'ils sont ici, donc ils vont pouvoir parler de ces solutions. Je ne reste pas plus longtemps. Eloy a parlé d'agri-photovoltaïsme. Évidemment, c'est une solution, peut-être demain, à la fois pour décarboner la filière et aussi pour se protéger contre les aléas climatiques. On a accompagné un projet avec EDF, qui est le grand acteur de l'énergie en France, et des instituts scientifiques pour tester pendant 4 ans sur une vigne sur laquelle on a de nombreuses références, de nombreuses données agronomiques. Comment ça se passe sous des panneaux agrophotovoltaïques et comment ça se passe sans panneaux, en termes de maturité, de biodiversité, de maladies, et puis les aspects technico-économiques. Est-ce que c'est rentable? Combien on produit d'énergie? Combien avec des trackers, des algorithmes qui permettent de bouger les trackers? Voilà, c'est un projet qui est en cours et qui, c'est important, est un démonstrateur. Ça veut dire qu'on l'ouvre à l'ensemble des acteurs du secteur vitivinicole qui veulent venir voir comment ça se passe parce que tout le monde est très intéressé par ce sujet. Ou encore, sur un autre sujet en lien avec le changement climatique, un projet qu'on a accompagné avec la société Lafor et des chercheurs pour développer une gamme de levures acidifiantes. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des levures qui produisent plus d'acide malique, par exemple, ou qui vont produire moins d'alcool et plus d'acide? Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est aujourd'hui très concret, puisque c'est un projet qui a donné lieu à la production d'une nouvelle gamme de levures qui est aujourd'hui commercialisée.
Et dernier slide, après j'arrête, la récupération du CO2, là aussi, j'en parlerai pas puisqu'il y a une entreprise CO2 Winery qui va vous proposer la solution. Je suis très content, quand je vois aujourd'hui CO2 Winery, de me dire que c'est un projet qu'on a commencé avec eux, et après ils ont continué, mais qu'on a commencé dès 2010 avec Jean-Philippe à accompagner ce projet de récupération du CO2. Et puis le dernier, quelque chose aussi en rupture, parce qu'il faut aussi réfléchir à des solutions quelquefois qui bousculent un peu les habitudes. C'est Viti-Tunnel, qui est parti d'une idée toute simple. Pas de pluie, pas de maladie. Pas de traitement, pas de produits phytosanitaires. Donc si je suis capable de couvrir la vigne chaque fois qu'il pleut, bah, je n'ai plus besoin de traiter la vigne. D'où des tunnels rétractables, avec des capteurs. Chaque fois qu'il pleut, on déploie, et ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est 0 produits pesticides à Bordeaux, malgré les climats qu'on a eus. Et en plus, ça protège contre le gel. C'est un peu cher, c'est encore réservé peut-être à certaines parcelles, à certains lieux, notamment proches des riverains, proches des écoles, proches des habitations. Mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Voilà. Je crois que j'ai fini. Désolé, j'ai dû dépasser un peu. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour échanger. Merci.